Martin Pacte est toujours au Palais des Congrès dans le cadre de ce 25e forum des projets urbains et j'accueille Paul Jarquin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de REI Habitat et de Fibois. Je veux bien qu'on revienne à la genèse, l'origine de REI Habitat. Comment vous l'avez créé, puis comment vous l'avez orienté vers ce dont on va parler beaucoup ici, c'est-à-dire le bois, le bas carbone. Quand je parle de la genèse, je cite souvent une exposition à la Cité de l'Architecture qui s'appelait Habiter écologique en 2008. Ouais. Et là, j'ai créé REI Habitat en 2009. Et c'était une exposition qui parlait d'habitat et de matériaux. Donc, alors, c'était pas forcément des visions d'immeubles modernes, mais en fait du lien entre l'homme et la matérialité. Et forcément, on parlait de bois avec de nombreuses constructions en bois partout dans le monde. Et il y avait quand même quelques immeubles, notamment dans les pays nordiques, où on montrait des nouvelles expérimentations et des nouveaux usages du bois. Et c'est vrai que ça m'a paru assez évident. Je me suis dit pourquoi on ne construit pas toutes nos métropoles à partir des forêts. Ouais. Moins d'usage d'eau, matériaux renouvelables, abondants. Et à l'époque, on parlait très peu de carbone encore, parce que c'était en Oui, c'est la 2009, il question n'y que avait j'allais pas vous eu la poser. COP. 2009, vous Voilà. n'étiez pas nombreux à prendre ce virage ou alors à créer vos entreprises dans cette logique-là? C'est vrai que le carbone, on en parle plus depuis 2015, mais j'ai Ouais. envie de dire presque les 5-6 premières années, c'était voilà, ce matériau naturel en renouant aussi avec des savoir-faire Ouais. traditionnels et historiques, l'usage du bois dans la construction. C'est ça la genèse de l'entreprise. Ouais. Alors vous avez commencé à répondre à la question, mais si on liste les avantages principaux du bois et peut-être si vous avez les chiffres, c'est pas une colle, mais le comparatif entre ce qu'une construction qui fait majoritairement, qui utilise majoritairement du bois par rapport à un tout béton par exemple, les décalages en termes de bilan carbone, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Bah, pour prendre un exemple assez concret, c'était au moment du village des athlètes, la candidature parisienne suite à Londres, c'était on doit réduire de 60% les émissions. Et en fait, le choix de dire on va majoritairement construire le village en bois, Ouais. c'est parce que quand on regarde la structure de l'immeuble, on est jusqu'à moins 60% de carbone si on fait un immeuble en bois par rapport à un immeuble en béton. Là, alors si on est un peu technique, quand on regarde lycée construction. Donc effectivement, pour une raison assez simple, quand on parle de bois, on parle des 3 S, séquestration, stockage et substitution. Ouais. Séquestration, c'est les arbres qui poussent en forêt, la photosynthèse, ils viennent capter du CO2. Quand on le met en œuvre dans un immeuble, par exemple, le village des athlètes, où on parlera de certains de nos immeubles, on va stocker sur le long terme, voire le très long terme, plusieurs siècles. Et les substitutions, c'est en fait, on vient retirer du carbone non émis en utilisant ce matériau versus des matériaux plus carbonés comme l'acier ou le béton. Ils viennent d'où vos bois? Alors nous, on a fait un choix d'entreprise qui est en cohérence avec cette idée d'habiter écologique, mais c'est de forêt française et gérée durablement. Forêt française avec une marque qui est en train de monter en puissance qui s'appelle la marque Bois de France. En ce moment même d'ailleurs, elle est présentée dans une des conférences. Bois de France, ça veut dire quoi? Ça veut dire forêt française, sieur français, charpentier français. Donc c'est aussi pouvoir avoir une traçabilité assez simple au final vis-à-vis des élus, des citoyens où on fait les projets et aussi des habitants. C'est une demande de vos clients, c'est-à-dire qu'ils nous disent ok très bien, on va faire une construction en bois, mais on veut que ce soit du bois français, ou c'est pas forcément la demande prioritaire? En fait, je dirais il y a une convergence dans cette prise de décision de l'entreprise depuis maintenant presque 5 ans de devenir Bois de France. En 2015, donc ça date maintenant il y a une dizaine d'années, on avait fait un retour d'expérience sur nos constructions, nos 10 premières constructions, et on avait quand même une demande de, j'ai envie de dire, plus d'écologie. Alors pas que sur le bois, mais sur des jardins partagés, des ateliers participatifs, des composts, un certain nombre de choses, et quand même de plus en plus de questions. D'où provient le bois? Comment sont gérées les forêts? Si votre bois il part en Chine et qu'il est transformé ensuite dans des pays nordiques, finalement, est-ce que c'est si écologique? Et donc, dans une logique un peu de biorégion qui, là, pour le coup, faisait aussi partie de cette exposition habitée écologique, mais d'une certaine façon, d'un bon sens écologique, de dire il faut faire des circuits courts. Ça a été aussi renforcé, je dirais, dans le post-Covid, de savoir qu'on était avec des industriels français qu'on connaissait. Ça crée de la résilience par rapport au modèle, là où pendant un moment donné, on a eu les frontières qui étaient fermées. Donc, c'est vrai que nous, comme
sur un immeuble comme le Wood Up, on dit on construit en hêtre à partir des hêtraies de Normandie gérées par l'ONF et d'un sieur qui est à Dieppe qui s'appelle Manubois, et on arrive même à faire l'approvisionnement fluvial. Ça vient non seulement raconter une histoire, mais très concrètement dire on valorise la forêt française, on valorise les savoir-faire et aussi des emplois non délocalisables. Voilà, on voit bien que ça coche beaucoup de bonnes cases dans un projet comme celui-là. Mais alors, en vous écoutant, je pense au livre de Sophie Coignard, c'est une journaliste au Point qu'on a reçue il y a quelques jours dans notre émission, qui s'appelle Le carnage végétal. Alors, ce paradoxe, c'est qu'on a une forêt française qui, en superficie, progresse très clairement depuis plusieurs décennies, mais qui se fragilise. Est-ce que ça fait partie de vos inquiétudes ou de vos sujets sur lesquels vous essayez d'agir avec vos partenaires? Oui, c'est un sujet d'ailleurs dont on ne parle pas assez, et tant mieux. Alors je dis ça, on voit quand même qu'on en parle de plus en plus, mais la forêt française, c'est 17 millions d'hectares et à peu près un peu plus de 30% du territoire national. Je parle de la France métropolitaine. Et effectivement, historiquement, elle a eu, depuis un siècle, elle a doublé au niveau de territoire. Mais par contre, ce qu'on voit ces dernières années, à cause du dérèglement climatique, c'est plus de mortalité en forêt. Je parlais du hêtre. Pourquoi on a construit le Wood Up en hêtre et une grande partie maintenant de nos immeubles qui sont au-dessus de 5-6 étages? C'est parce qu'on connaît les études, notamment de l'ONF, qui montrent que dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura de moins en moins de capacité d'avoir du hêtre en France. C'est pourtant la deuxième essence. Donc, plutôt que laisser les arbres mourir en forêt à cause de stress hydrique, on va les mobiliser à temps et les mettre en œuvre et les stocker sur le long terme. Il y a un autre exemple d'une opération importante qu'on va réaliser à Lyon, à la Confluence, qui est près de 18 000 m². Là, on a voulu travailler avec du résineux local, notamment de l'épicéa scolité. Donc le bois scolité, pareil, on n'en parle pas forcément, mais c'est un insecte, un ravageur qui attaque les forêts françaises, notamment dans le Grand Est. Beaucoup de gens maintenant s'en rendent compte quand même quand on se balade, on voit des arbres rouges qui au final sont morts. C'est 24 millions de mètres cubes qui ont été décimés au cours des 5 dernières années. Et ça, vous pouvez les récupérer et travailler ce bois, même s'il a été infecté par ces insectes. Tout à fait. D'ailleurs, dans une approche aussi un peu culturelle, on va travailler avec un artiste qui va venir marquer les poteaux pour raconter aussi cette histoire. Mais quand il est sorti de forêt au bout de quelques semaines, donc il faut quand même avoir la réactivité de pouvoir le couper, parfois faire des coupes sanitaires quand des forêts sont attaquées. Mais derrière, il ne perd pas ses caractéristiques mécaniques. Il va avoir une tendance à être un peu violet, donc on aura des poutres avec un certain coloris. Mais se dire, en fait, ça fait partie de notre nouvelle histoire. Et si on peut raconter ça aux gens, ça fera même partie d'une histoire patrimoniale en réalité, de se dire, et peut-être un ordre de grandeur, parce que quand on dit 24 millions de mètres cubes, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, un logement en bois, nous, c'est à peu près 15 mètres cubes. Donc 24 millions de mètres cubes pour 15 mètres cubes d'un logement, c'est 1 million de logements. Alors, il y a de la mortalité, en Syrie, il y a de la coupe, mais c'est pour donner quand même des ordres de grandeur, parce que parfois on dit, oui, mais c'est des choses que j'avais entendues, notamment au moment des villages des athlètes, mais vous allez raser la forêt française pour construire en bois, on n'a pas les ressources. Non, ce n'est pas une réalité. Bien sûr, il faut rester frugal et il faut utiliser de façon la plus efficiente. Et d'ailleurs, pour des questions de coûts de construction aussi, il faut une forme de rationalité et d'être sobre sur les usages. Mais derrière, on a quand même une forêt riche et qui reste abondante. On peut construire jusqu'à quelle hauteur un immeuble en bois, en fait? Alors, à date, pour parler d'une réalisation de REI, maintenant, c'est le Wood Up, qui était quand même de 17 niveaux avec la structure verticale. Mais il y a eu des projets qui allaient au-dessus de 100 mètres, notamment en Suisse, il va y avoir un immeuble de 100 mètres. En Norvège, il y a une réalisation de 85 mètres, donc ça doit faire plus de 17 étages, en tout cas 85 mètres. Donc en réalité, les capacités structurelles du bois avec des produits d'engineering maintenant nous permettent d'aller très haut. Qui permet de dire aussi qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si on fait des immeubles de 50 mètres, ce n'est pas le gros du marché, c'est aussi de la réhabilitation, des surélévations bois et du plus petit collectif. Mais on sait faire. Alors il y a d'autres projets, là vous avez parlé de Wood Up, il y a un projet qui s'appelle les pierres sauvages aussi. Alors c'est où les pierres sauvages et quelles sont les caractéristiques de ce projet? Alors les pierres sauvages, c'est un projet qui est à Pantin, dans lequel à nouveau on va utiliser du bois structurel et notamment du hêtre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait été assez passionné par une exposition aussi qui s'appelait Paris Haussmann, réalisée par Lannes, l'architecte du Wood Up. Et en fait, c'est la pierre et le bois. Donc en fait, l'expérimentation et la réalisation de Pantin, c'est de la pierre en façade, parce que souvent on a des élus ou
principalement des élus. Les citoyens en général sont plutôt favorables au bois, même en façade, mais en fonction voilà, des différents endroits où on vient construire, qui vont dire oui, mais le bois il va griser, il va vieillir dans le temps, quelle est sa durabilité. C'est aussi montrer que il y a une question, c'est le bois structurel pour le bilan carbone, mais par contre en façade, on sait faire de la pierre, de la brique et tout type de plus en plus de savoir-faire aussi. Et donc cette opération de Pantin, elle marquera, c'est un peu ce renouveau de la tradition haussmannienne. Alors ce forum des projets urbains, il permet d'organiser évidemment de multiples tables rondes, colloques, conférences. Je crois que vous participez à une conférence sur l'offre locative. C'est quoi l'enjeu principal en matière de l'offre locative? C'est-à-dire bâtir des projets, mais c'est une lapalissade, mais en pensant d'abord à ceux qui vont les habiter. C'est ça l'idée? Bah oui, toujours, hein. Alors là, forcément, on a parlé beaucoup de bois, mais on fait de l'habitat, donc on fait des logements. Et d'ailleurs, ce qu'on s'est rendu compte souvent quand les gens viennent visiter le logement, c'est qu'au final, c'est des choses de très haute qualité. Les gens me disent souvent, mais au final, tu construis du très haut standing. Ouais. Alors nous, on met en avant, vous l'avez vu, plutôt la dimension écologique. Il y a un coût de construction qui est un peu plus important par rapport aux constructions traditionnelles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui me disent, mais au final, ton produit ou tes logements, c'est réservé à une population Je vais pas pouvoir me le assez payer. infime. Moi, Ouais. je ne peux pas me payer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élus. On aimerait aujourd'hui, on a un programme maintenant qui s'appelle Bois pour tous, de venir faire de plus en plus de gains de productivité avec le hors-sud pour faire baisser les coûts de construction. Après, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte, pour parler du locatif libre et de cette conférence à laquelle on a participé, c'est que le parc privé aujourd'hui est de moins en moins important. On entendait les élus, notamment de la ville de Paris, qui disaient que il y a de plus en plus de résidences secondaires et de moins en moins d'offres de logements. C'est vrai dans toutes les métropoles françaises. Et donc, en fait, on est un peu bloqué sur ce parc du locatif libre, et on le voit, ça devient une crise maintenant, même sociale. Donc aujourd'hui, la réflexion qu'on a avec un certain nombre d'investisseurs institutionnels et de banquiers, c'est de voir, en fait, on rentre dans des sujets assez techniques en réalité de finance, pour voir comment on va réussir à en fait peut-être détendre justement ces questions de taux de rentabilité sur les rendements attendus par des gens comme il y avait Groupama Immobilier, CDC Habitat, pour pouvoir à la fois continuer à faire du beau patrimoine avec des projets dont on a parlé, le Wood Up ou Pantin, de la pierre et du bois, tout en ayant une vision plus long-termiste en réalité, et en se disant, voilà, c'est un peu un devoir collectif de, malgré cette crise, continuer à produire de la qualité et des logements, notamment renouveler le parc de locatifs privés. Merci beaucoup Paul Jarquin, et bon forum des projets urbains. À bientôt sur Be-Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be-Smart for Change, à la chaîne des affaires. Salut, à très vite.